Je n'ai pas pensé à signaler cela à la police à l'époque. Je n'ai même pas envisagé cette possibilité parce que je doutais de moi-même. Je me sentais stupide de ne pas savoir exactement ce qui s'était passé. En tant qu'homme, dire que j'ai été violé, c'est difficile, c'est honteux. Je ne savais pas quoi faire. C'est très difficile de se voir aussi vulnérable sur des photos que quelqu'un a prises de vous sans que vous le sachiez. Et on voit clairement que je suis éteint. Mon corps était là, mais pas moi. J'avais l'air mort. Quand on parle de viol avec une victime adulte, on pense encore à un crime commis strictement contre les femmes. Mais c'est une vision limitée de la réalité. Même si statistiquement, les femmes représentent la grande majorité des victimes de violences sexuelles, les hommes peuvent aussi être victimes d'abus sexuels. Bien qu'il y ait eu une augmentation des discussions sur le sujet ces dernières années, c'est l'un des crimes les plus sous-déclarés dans le monde entier. Le viol dont la victime est un homme adulte est considéré comme un énorme tabou. Ces hommes ont tendance à se cacher, ils ont honte et évitent de s'exposer. En grande partie, cela est dû aux préjugés et à la crainte du jugement social. Malheureusement, beaucoup préfèrent se taire et, par conséquent, l'abuseur reste en liberté, faisant de nouvelles victimes. Le cas d'aujourd'hui parle exactement de cela. Un prédateur en Angleterre qui traquait des victimes potentielles pour assouvir ses désirs les plus sombres. Ce responsable a été capturé et accusé d'avoir abusé de plus de 200 hommes entre 2007 et 2017. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Reinhard Sinaga, le prédateur de Manchester. À 5h30 du matin, le 2 juin 2017, la centrale d'urgence de Manchester, au Royaume-Uni, a reçu un appel. La nuit dernière, je crois qu'un gars m'a emmené chez lui. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il a réussi à me tromper d'une certaine manière. En fait, je crois qu'il m'a drogué. Je suis resté chez lui toute la nuit à dormir et je pense qu'il m'a violé. Ou du moins, il a essayé de me violer. J'ai dû le frapper. Je sais que c'est aussi un crime de violence, mais j'ai dû faire ça pour qu'il arrête de me toucher. La victime a raconté qu'elle était dans une boîte de nuit la veille, où elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a discuté pendant un certain temps. Quelques minutes plus tard, la victime s'est sentie mal, groggy et somnolente. À partir de ce moment-là, il ne se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé. Il se souvient seulement qu'il avait du mal à marcher, que ce jeune homme l'a soutenu par les épaules et l'a conduit jusqu'à son appartement, qui se trouvait tout près. Quand la victime a repris connaissance, il a vu que ce jeune homme était nu sur lui. Effrayé, il a repoussé le jeune homme et a essayé de s'enfuir, mais l'agresseur a réussi à l'en empêcher. Les deux ont alors commencé une violente bagarre, qui a fini par laisser l'agresseur gravement blessé. La victime a pu s'échapper et appeler la police. Ce récit évidemment reflète un crime d'abus sexuel. Une triste réalité qui hante un nombre incalculable de femmes, mais qui, dans ce cas précis, présente une caractéristique assez particulière. La victime était un homme. Lorsque les policiers sont arrivés à l'endroit indiqué par la victime, ils ont trouvé le supposé agresseur inconscient, allongé dans une mare de sang. Le suspect avait de multiples fractures au visage et a dû être immédiatement transporté à l'hôpital. Les détectives ont constaté des taches de sang dans le couloir de l'appartement et, dans l'une des pièces, il y avait une sorte de lit improvisé par terre avec des couvertures et des draps entassés. Le portable du suspect, retrouvé sur place, a été saisi. Ce jeune homme était Reinhard Sinaga, un Indonésien de 34 ans qui vivait à Manchester depuis 10 ans. Fils d'une famille très riche, il avait déménagé au Royaume-Uni pour faire des études universitaires et ensuite, il avait enchaîné les cursus de 3e cycle, de master et, cette année-là, en 2017, il commençait un doctorat. La victime qui avait passé l'appel et qui a réussi à demander la confidentialité pendant l'enquête a ensuite été retrouvée et arrêtée pour agression.
À ce moment-là, les circonstances étaient alors complexes et contradictoires, alors même qu'il y avait une supposée victime de viol. Cette même victime avait avoué avoir agressé le supposé agresseur avec une telle violence qu'elle avait failli le tuer. La police a été obligée de maintenir la victime en garde à vue pendant que l'affaire était en cours d'enquête. Le lendemain, les détectives se sont rendus à l'hôpital pour interroger Reynard et ont emporté le téléphone portable avec eux. Lorsqu'ils lui ont demandé le code de déverrouillage, dans une réaction totalement inattendue, Reynard a tenté d'arracher l'appareil des mains du policier, disant qu'il pouvait lui-même saisir le code. Le détective s'est esquivé, disant qu'il n'aurait pas accès à l'appareil tant que l'enquête sur une plainte déposée contre lui ne serait pas terminée et que, s'il fournissait le bon code, ce geste serait certainement utilisé contre lui au cours de l'enquête. Reinhardt a donné le code et pendant que le détective consultait les données du téléphone, il a de nouveau essayé de prendre l'appareil. Ce qui n'a fait qu'augmenter le soupçon qu'il devait y avoir là une série de fichiers et d'informations cruciales que le suspect essayait de cacher. Il n'a pas fallu longtemps pour que le détective trouve une série de photos et de vidéos amateurs à contenu adulte. Mais son attention s'est portée sur les 3 derniers fichiers vidéo enregistrés la nuit précédente. Il a suffi de 5 secondes de lecture de l'une de ces vidéos pour que le détective voie lézinois la victime allongée sur le sol de l'appartement, apparemment endormie et avec le pantalon baissé jusqu'aux chevilles. Reinhardt apparaît alors nu sur l'image et se penche sur l'homme. Grâce à cette preuve, le détective a ordonné l'arrestation d'Ali à l'hôpital. La réponse du criminel fut simplement « Ouais, je suis vraiment une personne terrible ». Le lendemain, Reinhardt est sorti de l'hôpital et, déjà en garde à vue, a été conduit au commissariat pour son premier interrogatoire officiel. Je vous rappelle que vous êtes en garde à vue pour tentative de viol. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Il n'y a pas eu de viol. D'accord. Explique-moi comment tu as rencontré cette personne et comment elle est venue chez toi. Je l'ai rencontré près du parking. Il avait l'air d'être un gars très sympa. On a parlé de musique, d'Oasis. Puis il a dit « Et si on allait chez toi ?» Alors on y est allé, on a pris quelques verres et puis il a commencé à me toucher. Je me suis dit je connais des mecs qui ont l'air hétéros, mais qui sont gays ou juste curieux. Il doit être comme ça. Alors il a mis sa main sur ma cuisse, et comme on était tous les deux bourrés, on a fini par tomber par terre. Et on a couché ensemble. Je pensais qu'il était réveillé, ou du moins dans le même état que moi. Et puis j'ai pensé à filmer, je trouvais que ça allait être sexy, mais à un moment donné, il s'est réveillé. Enfin, il s'est réveillé, façon de parler, tu vois. Soudainement, il s'est éloigné en disant qu'il voulait rentrer chez lui. Il a vu mon téléphone, il a cru que c'était le sien. Je lui ai dit de me le rendre et j'ai essayé de le lui prendre des mains. Alors, il m'a poussé par terre, il a commencé à me donner des coups de pied et il m'a donné un coup de pied au visage. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à respirer et il est parti. Les policiers savaient déjà qu'il mentait parce que les enregistrements vidéo sur le téléphone portable, en plus de contredire sa déposition, confirmaient encore plus le témoignage du plaignant. Dans son appartement, les enquêteurs ont trouvé une grande quantité de documents, comme des permis de conduire et des passeports appartenant à plusieurs autres personnes, toutes de sexe masculin. Et cela a servi d'alerte, indiquant que l'affaire pourrait avoir des proportions encore plus grandes. Le matin du lundi 5 juin, l'affaire avait déjà été transférée à la division spéciale des crimes sexuels. Le téléphone portable de Reynard était déjà en cours d'analyse médico-légale complète, et les enquêteurs attendaient chiant les résultats de l'expertise afin de pouvoir rédiger le rapport qui contiendrait tous les crimes pour lesquels il serait inculpé. Dans l'après-midi de ce même jour, Reynard a été interrogé pour la 2e fois, cette fois par des détectives femmes spécialisées dans les crimes sexuels. Quand vous avez été arrêté et que vous avez dit aux policiers que vous étiez une personne terrible, je pense que vous saviez vraiment ce qui se passait parce que vous saviez que ce jeune homme n'avait pas consenti à avoir des relations sexuelles avec vous. Ce n'est pas à ça que je pensais. Je pensais que le policier avait une mauvaise opinion de moi
et cela m'a fait me sentir comme une personne terrible. La victime a décrit qu'après avoir pris le dernier shot d'alcool, il ne se souvient plus de rien. Ensuite, la seule chose dont il se souvient, c'est de toi nu sur lui. Je crois que tu lui as donné quelque chose pour qu'il se retrouve dans cet état. Non, je ne lui ai rien donné. C'est que je n'arrive pas à comprendre comment un garçon de 18 ans peut soudainement se retrouver dans un état où il ne se souvient de rien et s'évanouit sans qu'il soit sous l'effet d'une drogue. Tu ne me dis pas la vérité et cette vidéo ici contredit tout ce que tu as dit. Quelle vidéo? Je peux regarder. La détective montre sur l'ordinateur portable la vidéo où il abusait de la victime, qui était visiblement inconsciente, immobile et sans aucune réaction. Même face à la preuve irréfutable, il continuait à nier le crime. Reynard s'est mis à pleurer, essayant une fois de plus de se faire passer pour une victime et affirmant qu'il était certain que le jeune homme était bien conscient. Après le deuxième interrogatoire, il était resté en détention mais cette fois officiellement inculpé de viol. Deux mois plus tôt, la police de Manchester avait ouvert une autre enquête pour abus, avec également une victime masculine, mais cette personne n'a pas pu fournir beaucoup d'informations. Cet homme a déclaré que, alors qu'il se trouvait dans une boîte de nuit avec des amis sur Princess Street, il a eu une sorte de trou noir et s'est réveillé dans un endroit inconnu, d'où il est parti en courant, encore sous le choc. Il ne se souvenait d'aucun détail concernant l'agresseur, ni du lieu du crime. Il n'a que quelques brefs souvenirs, où il se voyait être pénétré par un homme inconnu et sans force pour se défendre. Il a fini par laisser au commissariat tous les vêtements qu'il portait ce jour-là, afin qu'ils soient envoyés pour une analyse médico-légale. Comme les plaintes pour agression sexuelle avec des victimes de sexe masculin sont très rares et que la région de la boîte de nuit ainsi que le mode opératoire étaient très similaires à l'affaire de Reynard, la police a commencé à envisager l'hypothèse qu'il serait également l'auteur de ce crime. Les experts ont alors comparé l'acide désoxyribonucléique trouvé sur le caleçon de la victime et il a été constaté qu'il s'agissait de son sperme. À ce moment-là, il y avait donc 2 victimes confirmées. Chez lui, une énorme quantité de preuves avait déjà été saisie. Il s'agissait d'appareils photo, d'autres téléphones portables, d'ordinateurs portables, de disques durs, de cartes mémoire, et tout devait être soigneusement analysé. Le 7 juin, lorsque le premier rapport d'expertise de seulement l'un des téléphones portables est arrivé, il a été prouvé qu'au moins 5 autres hommes avaient été abusés et filmés par lui. Au 4e jour de l'enquête, il y avait déjà 16 victimes confirmées. Le contenu des vidéos était dévastateur. Plusieurs jeunes hommes, toujours inertes et inconscients, étaient abusés de différentes manières. Il y avait des centaines de fichiers, des heures et des heures de vidéos, et il restait encore beaucoup de matériel à analyser. En regroupant les fichiers de tous les appareils électroniques, cela faisait plus de 3 téraoctets de données. Les fichiers les plus anciens dataient de l'année 2007. Il s'agissait essentiellement de photos en basse résolution et de courtes vidéos de mauvaise qualité, ce qui a grandement compliqué l'identification des premières victimes. Mais d'après tout ce qui avait été constaté, l'abuseur était le même, Reynard. Cela signifiait qu'il commettait ce type de crime depuis au moins 10 ans, depuis son arrivée au Royaume-Uni. En 2014, il a acheté son premier iPhone, et c'est à partir de là que la qualité des enregistrements de ces fichiers s'est améliorée. Le long et inlassable travail d'expertise a déterminé que, jusqu'au moment de son arrestation, en juin 2017, plus de 200 hommes avaient été abusés. Avec de nouvelles preuves, Reynard a de nouveau été convoqué à témoigner. Mais sa façon de répondre aux questions, probablement guidée par son avocat, est devenue complètement différente d'avant. Que leur offriez-vous à boire ou à manger lors de vos rencontres? Pas de commentaires. À part l'alcool, quelle autre drogue leur donniez-vous? Pas de commentaires. C'est votre chance de nous parler et de vous aider vous-même. Pas de commentaires. Une partie cruciale de l'enquête consistait à comprendre exactement ce que Reynard utilisait pour droguer ses victimes. Un autre point important était d'identifier et de retrouver toutes les victimes, en utilisant les enregistrements vidéo, les documents
et les objets saisis chez lui. Au fur et à mesure que cela avançait, la task force, composée de policiers, de psychologues et d'assistants sociaux, devait aller à la rencontre de ces victimes dans tout le Royaume-Uni, mais aussi dans certains autres pays, pour non seulement les interroger, mais aussi leur annoncer qu'elles avaient été victimes d'abus, alors que beaucoup d'entre elles n'imaginaient même pas que cela avait pu se produire. Fin juin, 83 victimes étaient identifiées et des équipes avaient déjà contacté certaines d'entre elles. Les témoignages étaient toujours les mêmes. J'ai parlé avec un gars sympa, j'ai bu un peu, puis je me suis senti étourdi et j'ai perdu connaissance. Le lendemain, je me suis réveillé sur son canapé. Il m'a expliqué que j'avais été mal la veille au soir et qu'il m'avait emmené chez lui juste pour dormir. Mais à la surprise des enquêteurs, certaines de ces victimes, même sans se souvenir des détails de la journée, savaient en soi ce qui s'était passé. Et par peur du jugement, par honte de s'exposer en tant que victime d'abus et surtout en pensant qu'ils ne pourraient rien prouver, tous avaient décidé de ne pas porter plainte. À la fin de l'enquête, Reynard a été inculpé de 159 chefs d'accusation de viol et de nombreux autres faits aggravants. L'une des plus grandes accusations contre un seul prévenu dans l'histoire criminelle britannique. La date du procès a été fixée au 1er juin 2018. Étant donné l'ampleur énorme de l'affaire, elle a finalement été divisée en 4 procès. Le niveau d'exposition auquel les victimes de violences sexuelles font face au tribunal, quel que soit leur sexe, est très difficile. Et dans le cas de ces victimes, qui n'avaient donc ni pas grand-chose à se rappeler, il serait difficile de se présenter devant un tribunal pour expliquer quelque chose dont elles ne se souvenaient même pas. Donc la présence de chacun d'entre eux était facultative. Tout le monde n'a pas accepté de participer, seulement 48 ont accepté. Et je dis seulement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la police savait qu'il y avait plus de 200 victimes. Le procureur chargé de l'accusation a raconté à quel point il était difficile de regarder certaines des vidéos, car elles montraient des agressions physiques, des relations violentes et des actes abusifs, tandis que la victime vomissait ou semblait agoniser. Pour les enquêteurs et le parquet, il n'y a jamais eu de doute que Reynard était coupable, mais il fallait prouver devant le tribunal à quel point il avait été cruel dans chacun de ses actes. Avec cela, ils ont établi un profil de l'accusé qui a été présenté par le parquet au tribunal. Reynard agissait en harceleur. Son appartement était au cœur de l'animation nocturne de Manchester. Depuis la fenêtre de son appartement, il pouvait observer l'agitation dans les rues, les bars et les pubs. Il pouvait repérer des victimes potentielles. Il rôdait dans les rues, à la recherche de jeunes hommes qui, pour une raison ou une autre, se séparaient de leur groupe d'amis. Qu'ils aient été expulsés d'une boîte de nuit, qu'ils soient ivres ou qu'ils soient sortis fumer et restés seuls sur leur téléphone, il les abordait. Le profil de base des victimes était celui de jeunes hommes. Et bien qu'après l'identification des victimes, certains se soient identifiés comme homosexuels, la grande majorité était hétérosexuelle. Reynard ne paraissait menaçant pour personne. Il était poli et se montrait amical. Il utilisait son charme pour engager la conversation. Et, dans un moment d'inattention de la victime, il ajoutait de la drogue dans leur boisson ou, dans certains cas, offrait sa propre eau ou boisson qui était déjà trafiquée. Sur Internet, il adorait se vanter de sa vie sexuelle. Bien sûr, il ne révélait pas que les relations n'étaient pas consenties. Mais il commentait avec ses amis, dans des chats et sur les réseaux sociaux, à propos des hommes avec qui il était sorti. Hier, je suis sorti avec un garçon de 19 ans qui venait de rompre avec sa copine. Je suis super ray, sauvant les mecs hétéros de leurs horribles petites amies. Eh bien, il était hétéro jusqu'à ce qu'il se réveille chez moi, complètement nu. En plus de prendre des photos et vidéos de ses victimes, Reynard conservait aussi des objets personnels comme trophées et récupérait des photos sur Facebook, une caractéristique typique d'un criminel en série. La défense affirmait que tous les plaignants avaient accepté d'aller dans son appartement pour réaliser une sorte de fantasme sexuel. Du sexe avec un partenaire allongé, immobile, qui ne faisait aucun bruit et qui acceptait d'être filmé de cette manière.
Il affirmait que ce n'est pas parce qu'un acte sexuel pratiqué de cette façon ne semble pas normal pour la plupart des gens que cela n'arrive pas réellement. Ainsi, la principale question de l'accusation était de prouver que les relations n'avaient pas été consenties. Le soupçon portait sur l'utilisation du acide gamma-hydroxybutyrique, une drogue liquide, incolore et sans goût, aux effets dépresseurs sur le système nerveux central. À faible dose, elle provoque relaxation, euphorie et somnolence. À forte dose, elle peut entraîner une perte de conscience et même des convulsions. Comment soutenir cette accusation sans accusation ni preuve ? Aucune preuve physique de cette substance n'a été trouvée dans l'appartement de Reynard. D'ailleurs, aucune preuve d'aucune drogue, en fait. Et comme aucune victime n'avait passé d'examen toxicologique pour détecter la présence de quelque substance que ce soit dans l'organisme, cette théorie pourrait être très fragile devant le tribunal. Cependant, même sans parvenir à identifier quelle drogue aurait pu être utilisée, le parquet voulait au moins prouver qu'il y avait bien eu usage d'une drogue quelconque. Et pour cela, ils se sont servis de 2 longs fichiers audio provenant du téléphone portable de Reynard, où il parlait avec ses victimes. Il posait de nombreuses questions aux hommes qui répondaient de manière confuse et léthargique, et la conversation ne se terminait que lorsque les victimes cessaient complètement de répondre. L'enregistrement de ces 2 conversations audio a eu lieu juste quelques minutes avant la création des nouveaux fichiers vidéo. Autrement dit, une fois qu'il avait la confirmation que la victime avait perdu connaissance, Reynard les emmenait dans cette pièce et commettait les actes sans aucun consentement de leur part. Et c'était la preuve dont le parquet avait besoin. Même sans avoir identifié quelle drogue était utilisée, son existence a pu être prise en compte. Au final, Reynard a été reconnu coupable de toutes les accusations. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 30 ans avant d'avoir droit à une libération conditionnelle. Peu de temps après, le service du ministère public britannique a fait appel de la sentence, demandant un délai plus long avant cette possibilité de libération, et la demande a été acceptée. La durée minimale d'accès à la libération conditionnelle a été portée de 30 à 40 ans. Ensemble. Les crimes sexuels sont, malheureusement, très fréquents. Les femmes en sont les victimes les plus courantes, et elles ont dû s'habituer à adopter certains comportements préventifs, comme par exemple ne pas marcher seule dans la rue la nuit, ne pas accepter de boissons d'inconnus ou ne pas porter de queue de cheval ou les cheveux lâchés pour ne pas se faire tirer les cheveux. Ce qui est absurde, puisque ces femmes doivent vivre sous des restrictions toute leur vie, pour éviter que le pire n'arrive. Cependant, ce cas est un exemple que les hommes peuvent aussi être victimes de ce type d'abus. Et cela sert aussi d'avertissement pour que, en tant que victimes, ces hommes puissent être aussi courageux que les femmes qui dénoncent leurs agresseurs, même s'ils ont peu d'informations à donner. En faisant des recherches sur les victimes de ce criminel, il est pratiquement impossible de les trouver. Les seuls que j'ai trouvés étaient un jeune homme appelé Josh Noel, qui, le 29 juillet 2016, un an avant que l'affaire n'éclate, a posté le message suivant sur son réseau social. « Ce matin, je me suis réveillé sans savoir où j'étais. Ce frère m'a heureusement accueilli. » Mais tard, avec la répercussion de l'affaire, en 2017, il a supprimé ses réseaux sociaux. L'autre victime est souvent présentée dans un documentaire de la British Broadcasting Corporation intitulé « Capturer un prédateur ». Et dans celui-ci, une seule victime a décidé de participer aux enregistrements, montrant son visage à tout le monde, dans le but d'encourager d'autres personnes à ne pas avoir honte et à ne pas laisser leurs agresseurs rester impunis pour leurs crimes. Il s'appelle Daniel. Je suis sorti pour fêter mon anniversaire avec des amis et tout s'est très bien passé. En partant, cherchant un taxi, j'ai dû uriner et suis entré dans une ruelle voisine. Je me souviens d'avoir rencontré un jeune homme et d'avoir parlé avec lui, mais après ça, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillé allongé sur le canapé d'une maison que je ne reconnaissais pas, mais j'étais un peu groggy, nauséeux. J'ai pensé que c'était la gueule de bois. Puis, j'ai vu les pieds d'une personne marcher et je me suis figé. J'ai vu qu'il dormait et, dès qu'il est sorti de mon champ de vision, je me suis levé et je suis parti. Je n'ai pas pensé à le signaler à la police à l'époque.
Je n'ai même pas envisagé cela parce que je doutais de moi-même. Je me sentais stupide de ne pas savoir exactement ce qui s'était passé. En tant qu'homme, dire que j'ai été violé, c'est difficile, c'est honteux. Je ne savais pas quoi faire. Quand la police m'a contacté, j'ai pu voir, à la façon dont la détective m'a regardé, qu'elle m'avait reconnu. J'ai vite compris que cela s'était vraiment passé. Elle m'a montré des photos et sur l'une d'elles, je suis allongé avec la tête sur mon bras. On peut voir mon tatouage, c'était bien moi là. C'est très difficile de se voir aussi vulnérable sur des photos que quelqu'un a prises de toi sans que tu le saches. Et on voit clairement que je suis éteint. Mon corps était là, mais pas moi. J'avais l'air mort.